Une belle maison dans une banlieue tranquille. Des parents aimants qui ont travaillé dur toute leur vie. Des enfants qui ont grandi dans la sécurité et le confort. La famille Faris, vue de l'extérieur, incarnait le rêve américain. Bob et Annette Faris avaient tout pour être heureux. Mais derrière cette façade parfaite, une obscurité insoupçonnable était en train de grandir. Une obscurité faite de ressentiment, de cupidité et de mensonges, qui allait mener à une tragédie impensable. Comment un fils a-t-il pu commettre l'irréparable? Et comment le courage d'une sœur a-t-il permis de révéler une vérité que personne ne voulait voir? Voici l'histoire glaçante du double meurtre de la famille Faris. Bob et Annette Faris vivaient à Lodi, en Californie. Après des années de labeur, ils profitaient d'une retraite bien méritée. Ils étaient connus pour être généreux, non seulement avec leur communauté, mais surtout avec leurs deux enfants, Lorena et Michael. Lorena était une fille dévouée, proche de ses parents. Michael, lui, était différent. Marié et père de famille, il était constamment en difficulté financière. Ses parents l'avaient aidé à plusieurs reprises, lui donnant de l'argent et lui offrant même un emploi dans leur ancienne entreprise. Mais pour Michael, ce n'était jamais assez. Il était rongé par l'amertume et un sentiment que tout lui était dû. Il se plaignait que ses parents favorisaient sa sœur et estimait qu'une partie de leur patrimoine lui revenait de droit, immédiatement. Il voyait la fortune de ses parents non pas comme le fruit de leur travail, mais comme un héritage qu'on lui refusait. Cette frustration grandissante était la première fissure dans le masque de la famille parfaite. Le 6 novembre 2008, la police reçoit un appel. C'est Michael Faris. Il dit être inquiet car il n'arrive pas à joindre ses parents. Lorsque les policiers entrent dans la maison, ils découvrent une scène d'horreur. Annette Faris, 64 ans, gît sans vie dans le salon, tuée par balle. À l'étage, dans le bureau, le corps de son mari, Bob, 63 ans, est retrouvé. Lui aussi a été abattu. À première vue, la scène ressemble à une tragédie domestique, un meurtre-suicide. L'arme du crime est retrouvée près de la main de Bob. La police émet l'hypothèse qu'il aurait pu tuer sa femme avant de retourner l'arme contre lui. C'est une théorie simple, rapide, mais pour une personne, elle est absolument impossible. Leur fille, Lorena. Au milieu de son deuil, Lorena est assaillie par le doute. Son père, un homme doux et aimant, n'aurait jamais pu faire de mal à sa femme. C'était impensable. Son instinct lui crie que la vérité est ailleurs et ses soupçons se tournent rapidement vers la seule autre personne qui avait un mobile, son propre frère, Michael. Elle commence à noter les incohérences. Le comportement de Michael est étrange. Il est froid, détaché. Il donne des versions contradictoires de son emploi du temps. Il prétend avoir essayé d'appeler ses parents des dizaines de fois, mais les relevés téléphoniques montrent le contraire. Plus troublant encore, il semble pressé de clore l'affaire et de parler d'argent. Lorena partage ses doutes avec les enquêteurs. Elle n'a pas de preuves, seulement une conviction profonde, mais cela suffit pour que la police regarde Michael d'un œil nouveau. Elle devient, sans le savoir encore, la clé de toute l'enquête. L'enquête piétine, la police n'a rien de concret contre Michael. Il propose alors à Lorena un choix terriblement difficile, porter un micro et confronter son frère dans l'espoir qu'il avoue. C'est un risque immense, mais pour connaître la vérité et obtenir justice pour ses parents, elle accepte. La conversation commence, Lorena, jouant son rôle avec un courage inouï, explique à Michael qu'elle a besoin de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir faire son deuil. Elle le pousse dans ses retranchements avec calme et persévérance, et soudain, le monstre se révèle. Michael commence à parler et ce qu'il dit glace le sang. Sans émotion, de manière factuelle, il décrit l'horreur. Il raconte « D'accord, je vais te dire, je suis allé chez eux cet après-midi-là, on s'est disputé pour de l'argent, encore, j'ai perdu le contrôle, j'ai tiré sur maman en premier, elle était dans le salon, elle m'a juste regardé. » Il continue son récit effroyable. Après avoir tué sa mère, il a attendu que son père rentre du travail. Il ajoute « J'ai attendu papa. Quand il est rentré, je l'ai confronté dans le bureau. Je lui ai tiré dessus, puis
J'ai mis le pistolet dans sa main pour faire croire que c'était lui qui avait tout fait. Toute la conversation est enregistrée. La police a enfin les preuves. La confession détaillée, froide, d'un fils qui a assassiné ses parents pour une question d'argent. Grâce à l'enregistrement, Michael Faris est immédiatement arrêté. Lors de son procès, la confession enregistrée est la pièce maîtresse de l'accusation. Il est reconnu coupable du double meurtre de ses parents. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Lorena, la justice est rendue, mais à un prix terrible. Elle a perdu ses parents, puis a dû affronter la trahison de son propre frère pour que la vérité éclate. Son courage a permis de démasquer un assassin, mais a aussi détruit ce qui restait de sa famille. L'affaire Faris est un terrible rappel que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils sont assis à notre table, souriant sur les photos de famille. C'est l'histoire de la façon dont le sentiment d'avoir droit à tout et la cupidité peuvent empoisonner une âme au point de détruire ceux qui vous ont donné la vie. Mais c'est aussi et surtout l'histoire du courage exceptionnel d'une sœur qui, face à l'impensable, a choisi la justice plutôt que le silence. Elle a brisé le masque de la famille parfaite pour révéler la vérité, aussi douloureuse soit-elle.